Je viens d'une époque où entreprendre, il fallait avoir une mise de fonds en fait. Si t'avais rien, c'était pas pour toi. Je veux pas lui dire, en fait, t'as vu, je suis un cassos total. Je suis un anti-Yomi Denzel, tu vois. Bah Yann, ça nous tenait à cœur de t'avoir, t'es notre dernier invité là sur le Tour de France des CEO. Ok. T'étais notre premier invité. En fait, à chaque fois, t'es là pour certains cycles. T'étais mon dernier invité sur Nice to Meet You Club avec le Driver. C'est moi qui plombe tes émissions en fait, c'est ça. T'étais le premier invité au lancement de Blun. Et on a fait une vidéo où tu nous conseillais justement de faire du building public. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a fait du building public et ensuite on est parti sur le Tour de France des PME. Et là, le Tour de France des CEO, on a un peu niche down le truc pour aussi s'adresser à nos cibles. Et donc on voulait t'avoir pour faire un peu le bilan de tout ça avec toi. Et on a eu la chance de collaborer pas mal de fois avec toi. Ouais. Et donc moi je connais un peu les facettes, la facette cachée de Yann. Mais tu n'as jamais fait d'interview où vraiment tu parles de toi. Non, de ton parcours. Tu en parles vite fait dans tes newsletters où tu dis que tu as été ingé du son et tout, mais on ne sait pas vraiment qui tu es, tu vois. Donc je voulais creuser sur cet aspect-là de ta personnalité et parler de plein de trucs intéressants autour du growth, autour de la psychologie. Tu parles beaucoup de psychologie ces temps-ci ? Bah en fait, ouais, c'est finalement, je me rends compte, c'est quasiment ce qui m'intéresse le plus. Ok. C'est la partie psychologie, sociologie qui est derrière. En fait, c'est vraiment ça qui me passionne le plus en ce moment. Ouais, okay. Et je m'éloigne un petit peu de la performance pure. D'accord. Et justement, je reste derrière les process pour la performance, mais c'est pas ce qui m'excite le plus, quoi. Ok. Et bon, on va en parler parce que justement, tu disais qu'il faut trouver le style d'entrepreneur qu'on est. Ouais. Et toi, tu as remarqué que tu n'étais pas attaché à la performance et que tu étais plus dans si on fait le parallèle au foot, c'est peut-être un peu plus le joueur. J'ai mis longtemps. C'est vraiment le truc que j'ai mis longtemps à comprendre. Ouais. C'est la partie jouer avec les cartes qu'on a. Ouais. Et c'est qu'en fait, on voit des modèles, même des fois, dans certains milieux sociaux, on n'a même pas de modèle, mais on voit des modèles d'entrepreneurs ou de gens, tu vois, justement, qui passent dans des podcasts, des choses comme ça. Et en fait, on essaie de s'inspirer, on essaie de répliquer des trucs, mais on n'a pas du tout les mêmes cartes que ces gens-là. Et que ce soit des choses qui sont internes, on va dire, sur nos talents, nos facilités, ou que ce soit même externe. Genre, évidemment, le contexte social, le réseau, ce genre de choses. Soit, par exemple, dans les podcasts que tout le monde consomme avec les entrepreneurs qui disent comment ils ont réussi, tout ça, en général, bien souvent, tu tombes dans deux problèmes. Tu as soit celui qui va un peu maquiller la réalité, volontairement, et qui va préférer présenter un parcours marketé, on va dire, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être plus ou moins maquillé, parce qu'il ne va pas mettre en avant les raisons qui ont fait que ça a été game changer. Je sais pas, moi, on parlait de ça. Qu'il a un bon réseau, qu'il a fait telle école. Des choses comme ça qui va pas mettre en avant. Tu vois, c'est comme sur LinkedIn, les gens ils te disent comment réussir sur LinkedIn. Et dans les conseils, il n'y a jamais écrit utiliser des pods, alors qu'eux-mêmes utilisent des pods, tu vois. Et ça, c'est un truc qui a sûrement aidé à les lancer, tu vois. De fou. Donc il n'y a pas de transparence réelle. En fait, c'est des fausses transparences. Et c'est normal parce que la plupart sont des bases un peu marketing, donc ils font du marketing. Et l'autre problème, qui finalement est quasiment le plus courant, c'est c'est des gens qui sont biaisés. C'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à être suffisamment objectifs sur leur parcours pour se rendre compte qu'est-ce qui est de l'ordre de la chance, qu'est-ce qui est de l'ordre du biais du survivant, du fait que finalement ils sont pas si malins que ça en fait, ils sont pas si géniaux, pas si géniaux. De la chance aussi. Ouais, ils sont pas si géniaux et en fait ils avaient un contexte favorable, ils sont mis avec la bonne personne au bon moment ou alors ils avaient le bon réseau, dans le bon pays, ce genre de truc, tu vois. Et ouais, voilà, le bon pays, on n'en parle même pas, tu vois. Ouais, c'est ça.
Ben, c'est marrant, Anthony Bourbon, là, dans une interview que j'avais écoutée récemment, il dit qu'il a des potes entrepreneurs qui lui disent « Ouais, moi aussi, je viens d'en bas, tu vois, j'ai galéré, etc. » Et tu as un peu cette mode maintenant de tout le monde vient d'en bas et tout le monde part de zéro. Bas, Et le mec disait mon père m'a payé mon appart, hein, j'avais un appart de je sais pas combien de mètres carrés, etc. Mais je devais me débrouiller pour manger tout seul. Tu vois. Et donc du coup, c'est ce truc de biais du survivant où t'as pas l'honnêteté d'analyser ce qui fait ta victoire. Moi, je leur en veux même pas parce que c'est juste souvent ils sont juste biaisés, tu vois. C'est qu'en fait, effectivement, le storytelling, je viens d'en bas, je viens de la street, tout ça. On sait que c'est pas vrai. Hein, et juste à voir dans leurs yeux, on sait que c'est faux, tu vois. Mais souvent, ils finissent par être juste complètement biaisés. Et t'as tout. En fait, c'est aussi un contexte autour de la méritocratie et des déterminismes. Alors, c'est peut-être un sujet qui va un peu loin, mais tu vois, la méritocratie est vraiment un sujet hyper intéressant. Tes déterminismes, en fait, est-ce que tu peux t'enorgueillir d'avoir réussi si tu as eu un contexte favorable? Mais ça va même plus loin, c'est-à-dire que même si tu n'as pas eu un contexte favorable et que tu as eu des capacités incroyables, est-ce que tu peux aussi t'enorgueillir d'avoir eu ces capacités? En fait, tu es né avec, tu vois. Donc, en fait, c'est un sujet qui est hyper profond, hyper intéressant. Je me pose une question. Est-ce que toi, quand tu prends des entrepreneurs ou des business, etc., tu fais le Golden Circle, que tu fais la plateforme de marque et justement que tu leur donnes un peu la direction, est-ce que tu creuses jusqu'à aller justement chercher qu'est-ce qui peut vous... en leur disant, Franco, tu viens d'un bon milieu, etc., il faut que tu mises sur ça. Ah ouais, non, moi, justement, quand je creuse ce truc-là, je vais finir à pied, parce que sinon après je vais t'essouffler pendant 3 heures. T'inquiète. Elle est dure la montée. Moi, je vais vraiment creuser à fond sur toute l'histoire personnelle. Je vais essayer de comprendre justement les cartes qu'ils ont en main. Tu vois, de la même façon que tu dois le faire sur toi-même, et ne pas te laisser influencer sur un parcours par rapport à un autre. Moi, je vais faire ça parce que j'ai envie de savoir l'ADN exhaustif qui est qui est vraiment au plus profond du fondateur, tu vois. Et à partir de là, en fait, le jeu, c'est d'extraire ce qui m'intéresse, comme un ADN utile, qu'on va exprimer dans le branding. Et moi, je veux tout savoir, effectivement. Je veux absolument tout savoir. Je leur demande de me faire des audios, puis j'écoute ça comme un podcast, tu vois. Donc tu as ce côté psy un peu, le psy dans Soprano, tu vois, je sais que t'aimes bien la rêve, donc... Et je creuse, et puis je dis, et là t'as dit ça, et pourquoi t'as fait ça? Et c'est quoi le déclencheur pour passer à cette phase-là? Et tu passes énormément de temps alors sur cet aspect-là, sur les attributs. Et c'est hyper important parce que, en fait, c'est des trucs qui vont se jouer. Les cartes qu'ils ont en main, c'est des trucs qui vont se jouer plus facilement. Et c'est des trucs qui vont les engager d'autant plus, parce que si la boîte est le prolongement d'eux-mêmes, du coup, ils vont être beaucoup plus engagés, ils vont beaucoup plus kiffer. Et pour revenir, toi, à ton Golden Circle, c'est quoi, toi, quand tu as commencé, parce que tu as entrepris, c'est quoi déjà ton background, tu vois? C'est quoi, d'où tu viens? Moi, j'ai eu plein de vies. Et on va dire que j'ai fait plein de tafs un peu merdiques. Je crois que j'ai fait à peu près tous les tafs merdiques existants. Parce que par nécessité, justement. En intérim et tout. J'ai fait des études scientifiques. Maths sup, tout ça. Et puis, en fait, moi, ce que je voulais faire, c'était du son. Dès le départ, Ouais, depuis toujours. Depuis toujours, je voulais faire du son. C'était vraiment une passion. Parce que les parents... C'était pour entrer dans une école de son. En fait, il fallait faire maths sup pour entrer dans une école de son. Ouais, non, mais... je pense que... C'était peut-être à l'époque, il y avait moins... Il y a un petit problème avec le conseiller d'orientation c'est pas à ce moment-là. J'ai eu beaucoup de mal à trouver une voie pour faire ce truc-là. Et du coup, en fait, au départ, j'ai un peu galéré. Et finalement, après avoir fait plein de tafs un peu pourris, notamment à Nantes, là d'où je viens,
il y a vraiment une grosse différence entre les tafs pourris que je faisais quand j'étais à Nantes et ceux que j'ai fait en arrivant à Paris. Ouais, ça c'est intéressant, tu m'en parlais. Parce que en venant sur Paris, tu as changé de catégorie sociale un peu. Ouais. Où en fait sur Nantes, tu étais une catégorie plus en dessous. Ouais. Et sur Paris, tu as trouvé une catégorie en dessous de toi, quoi. On va dire ça comme ça. Ouais. En fait, quand j'étais à Nantes, j'étais vraiment un cassos. Donc j'étais vraiment à faire les pires trucs, genre l'usine de saucisses, le truc à moins 20 degrés, le nettoyage industriel, les déménagements, les trucs comme ça. Et en fait, quand je suis arrivé à Paris, quand je me suis présenté dans les agences d'intérim, en fait, ils m'ont envoyé dans des trucs de saisie informatique, dans des trucs de présentation au show. Ouais. Et je me disais, ouais, trop bien, j'étais hyper content, tu vois. Donc là, tu es conscient des cartes que tu as déjà. Attends, parce que je ne savais pas pourquoi. Ah, ok. Et à un moment, j'étais dans un hôtel. Et d'ailleurs, après, ils m'ont pris comme voiturier. C'était l'hôtel Sofitel Porte de Sèvres. Okay. Et je viens pour une mission de déplacer des matelas d'un étage à un autre. Okay. Et j'étais avec un rebeu. Et en passant dans le hall, il y a le concierge qui me dit viens voir. Et du coup, il me dit j'ai peut-être un truc à te proposer. Et le mec était avec moi, il dit quoi, comment, qu'est-ce qui se passe? Et le concierge lui dit non, rien. non, rien. Et puis quand on part, il me fait signe, il fait genre reviens voir après, tu vois. Et en fait, j'ai compris qu'effectivement, le fait que je sois blanc me donnait certains avantages à Paris, ce qui n'était pas le cas à Nantes. À Nantes, ouais. Et c'est pour ça qu'il faut toujours relativiser du contexte, tu vois. C'est pas toujours un avantage, et ça dépend des contextes, tu vois. Ouais. Mais dans ce cadre-là, dans le game de l'intérim parisienne, si on peut dire que c'est un jeu que j'avais envie de jouer ou pas, j'avais des avantages, effectivement. Et donc j'ai fini après par devenir ingé son, et je suis rentré à Radio France. Okay. Et donc j'ai découvert un peu le monde corporate. Mais toi, tu voulais être ingé son dans la musique. Ouais. Et tu te retrouves à Radio France qui a un peu rien à voir. Enfin, c'est un truc peu plus corpo, un peu plus. En fait, à Radio France, honnêtement, c'est le meilleur endroit pour faire du son. Parce qu'en fait, tu fais tout. Tu fais des concerts, de la prise de son acoustique, du mixage. Tu as vraiment tout le matos de la Terre et tu peux faire toutes les disciplines du son, en fait. Et tu fais ça dans des conditions royales, genre 35 heures, syndicat, me parlez pas, tout ça. Alors que dans le privé, tu vas faire vraiment un truc bien précis et tu vas faire que ça tout le temps. Et va falloir être super diplomate avec les clients qui disent n'importe quoi, qui te saoulent toute la journée, les producteurs qui disent ouais, moi je voudrais un son un peu plus bleu, tu vois. Et là tu fais ouais, ok. Et tu bouges un truc, tu fais comme ça. Et ils font voilà, c'est ça, bravo. Et c'est vraiment un confort incroyable, quoi. Et comment tu switches du coup de ça à entreprendre? Du coup, je faisais du son et je faisais de la musique à côté. Et un jour, il y a un pote à moi qui avait une start-up, une application mobile, et il avait besoin d'une musique pour faire une vidéo de présentation de son application. Ok. Et moi, je lui fais sa vidéo, et je commence à m'intéresser à ce qu'il fait. Et j'étais allé avec lui à des trucs, des start-up week-end, des trucs comme ça, tu vois. Parce qu'en fait, la perspective de rester salarié me rendait fou, en fait. Okay. Genre, en fait, je viens d'une époque, alors je suis encore jeune, bien sûr, mais je viens d'une époque où entreprendre, il fallait avoir une mise de fonds, en fait. Ok. Si t'avais rien, c'était pas pour toi, tu vois. Ouais. Et encore. Mais est-ce que tu avais des inspirations d'entrepreneurs Non, même pas. Je connaissais personne. Je connaissais personne qui avait. T'avais même pas un imaginaire, Bernard Tapie, quelque chose comme ça? Mais tu vois, ouais, voilà. Bernard Tapie, on ne savait même pas ce qu'il faisait, comment il était arrivé là. Moi, je te dis, école de commerce. Quand je dis ça, les gens ils me croient pas, mais je savais pas que ça existait. Ok. Je savais pas que ça existait du tout. Okay. Et si on m'en avait parlé, j'aurais dit ça m'intéresse pas. Toi, j'ai pas envie d'être commercial, tu vois. Tu vois, j'aurais pensé que c'était pour devenir vendeur de voitures, tu vois. Et moi, je leur ai dit, non, je veux pas vendre des voitures, tu vois.
Et j'avais pas imaginé tout ce qu'il y avait derrière, tu vois. Pour te dire le niveau de limitations qui sont là pour le coup plutôt des limitations externes. Ouais. En fait, il y a un film que j'adore qui s'appelle Il était une fois dans le Bronx. C'est un film de De Niro qui est sorti en 93. Bronx Tale, et dedans en fait tu as plein de petites leçons de vie. Je conseille à tout le monde de le voir, en plus il y a une histoire d'amour, c'est mignon. Et en fait tu as les leçons un peu de la rue du père d'adoption du personnage principal, qui sont aussi intéressantes, et tu as les leçons du père qui est chauffeur de bus. Et finalement la leçon la plus intéressante vient du père qui est chauffeur de bus, qui dit en fait dans la vie l'important c'est de ne pas gâcher son talent. Et en fait tu peux faire tout ce que tu veux, il t'arrivera à rien vraiment de bien si tu ne suis pas, en fait, en gros, tes cartes positives, en fait. Ouais. Tu vois. Et en fait, tu peux, dans ce monde de contenu partout où tu peux te laisser influencer assez facilement par des gens qui disent ce qu'il faut faire et comment ils ont réussi, tout ça, et qui sont, qu'il faut prendre avec des pincettes et qui sont souvent des informations plutôt moyennement vraies par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Soit c'est parce que c'est maquillé, soit c'est parce que c'est biaisé. C'est ça. En fait, ça t'éloigne de tes cartes personnelles. Et ça t'éloigne de tes talents et tu perds du temps, voire même tu peux arriver à des impasses, des trucs assez, même des trucs assez graves, tu vois, qui vont te frustrer et te briser la vie, quoi, carrément. C'est hyper intéressant parce que je voulais faire un épisode avec David Laroche justement sur lui qui est un peu le gourou, le maître du dev personnel. Et tu vois, spirituellement, moi je sais que je suis anti-dev personnel parce qu'en fait, c'est ça, t'as tes cartes, t'as ton talent. Et en fait, on va te pousser un idéal de tu peux tout accomplir, tu peux tout faire, alors que tu as quand même, comme tu dis, des cartes en main, tu as un contexte social, tu as un contexte politique, tu as un contexte financier, tu as tout plein de trucs qui font que tu peux pas non plus outrepasser certaines limites, tu vois. Oui, mais alors tu vois, ça, si on prend David Laroche, en fait, lui, il est vraiment dans un contexte où ce qu'il dit est influencé par le cadre méritocrate. Donc forcément, lui, il va essayer de... Enfin, en plus qu'il a une couche de marketing par-dessus, évidemment, mais lui, du coup, ce qu'il va raconter va être un peu biaisé par ce cadre. Maintenant, si tu dézoomes, tu sors du cadre et tu te dis, bon, admettons que ce cadre méritocrate soit pas totalement vrai. Du coup, ça invalide les hypothèses qui sont évoquées à l'intérieur, tu vois. Et en fait, il faut toujours essayer de dézoomer pour essayer de comprendre qui dit ça, dans quel contexte, et même de savoir quelle est sa vision de la société. Et tu vois, souvent le cadre méritocrate est un peu un clivage gauche-droite. Genre, les gens de droite, ils vont dire, bah oui, quand on veut, on peut. Et les gens de gauche, ils vont dire, bah non, déterminisme social, tu vois. Mais en fait, tu n'es pas obligé de voir la société à travers une grille idéologique. Tu peux aussi essayer de penser par toi-même, tu vois, et ne pas te laisser influencer par une grille idéologique. Et c'est que quand tu arrives à faire ça, que tu arrives à comprendre qu'est-ce qui est en jeu objectivement, et sans te laisser influencer par encore autre chose que ce à quoi tu essaies d'échapper, c'est-à-dire une autre influence au départ, tu vois. Et là, en fait, il faut vraiment se connaître et savoir qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas, avec quoi tu es OK, avec quoi tu n'es pas OK, et quelles sont tes cartes et quelle est la voie de facilité, parce que si tu suis tes capacités, tu vas arriver forcément à des meilleurs résultats que si tu essaies d'être à contre-nature. Et moi, j'ai été longtemps... Il dit en gros, tu fais une carrière sur des talents et pas sur quelque chose qu'il faut travailler. Si le mec, il sait mettre... il met 24 buts du pied droit, pied plat, tu vois, plat enroulé, pourquoi je vais lui demander de faire une course à gauche et marquer de la tête, quoi. En fait, tu suis tes talents et après, tu les optimises. Tu vois, mais tu ne sais pas d'aller à contre-nature. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, justement. Pendant longtemps, donc, quand j'ai découvert un peu le monde des startups, après j'ai lancé des startups, j'étais à contre-nature. Donc tu en as lancé plusieurs ? Ouais. Et en fait, moi, je voulais jouer au jeu à cette époque-là, c'était comme ça, je voulais faire une licorne, tu vois. Mais je pense, tu vois, j'ai écouté une interview de Thibaut Elzière aussi, où il a dit qu'en fait, en 2014, si je ne me trompe pas, il y a eu un modèle qui a été imposé par Y Combinator, en fait, par le Paul Graham, etc., qui disait, OK, il te faut un CTO, il te faut ci, il faut faire la levée, il faut tatati, il faut tatata, après tu vas devenir licorne et après tu vas faire beaucoup d'argent. Et moi, j'ai été ce truc-là complètement matrixé aveuglement. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est parce que c'est un manque de recul, on ne comprend pas qui dit ça, pourquoi et quels sont ses intérêts.
Y Combinator, eux, ils jouent un jeu, ils prennent des participations dans des boîtes. Exact. Évidemment, leur intérêt, c'est de pousser tout le monde à faire des licornes. Pas à ce que tu crées une boîte pérenne, durable, qui va grossir gentiment sur des années. Ils en ont rien à foutre. Et le pendant de Y Combinator, c'était The Family en France. Et c'était pareil. Le but, c'était de pousser les gens à devenir des licornes, à avoir de l'ambition et tout ça. Et en fait, c'était pas fait pour tout le monde, en fait. C'était juste pas fait pour tout le monde et en fait on était tous en train de se dire ah bah c'est ça qu'il faut faire. Tu vois. Alors qu'ils ont influencé du coup des milliers d'entrepreneurs ouais. qui jouaient au même jeu et qui faisaient la même chose et qui au final… Et qui n'étaient pas faits pour ça et pour plein de raisons. Moi par exemple, mis à part le fait que je ne suis pas un bon CEO, et d'ailleurs je suis dans le Tour de France des CEO, c'est ça, je ne suis pas un bon CEO licorne. Voilà. Si quelqu'un a l'occasion de s'associer avec moi pour faire une licorne, me mettez pas CEO, je vous le déconseille. Mauvaise idée. Je suis pas, parce qu'en fait, j'ai pas les qualités requises pour faire des choses aussi violentes, tu vois. Ok. Est-ce que tu peux préciser aussi violent ? En fait, moi, je suis impressionné, justement, parce que j'ai accompagné ce genre de profil. C'est des gens qui vont être capables d'accomplir de grandes choses parce que complètement contre-intuitifs, ils vont tout remiser sur la table. En fait, on suit un process, on suit un truc et eux, ils vont tout balancer pour partir sur un autre truc. Et en fait, bien sûr, il y en a plein qui vont se planter, mais ceux qui vont accomplir des grandes choses, ceux qui vont devenir des licornes, eh ben, c'est ceux qui auront fait des trucs totalement what the fuck contre-intuitifs en fait. Et moi, je suis pas capable de faire ça. Après tous ces fails un peu où tu as trouvé ton modèle et tu t'es dit ok en fait c'est pas pour moi. Moi mon plus gros fail c'était tentative de relever des fonds sur une boîte. En fait on avait fait un pivot, donc c'était une application de service à la demande, une sorte de Uber sur 3 verticales parce qu'il y avait toute une histoire. En fait moi j'avais un parti pris, je pensais que pour avoir la rétention il fallait avoir plusieurs verticales parce que moi j'avais déménagement, bricolage et ménage. Et en fait, j'avais associé ces 3 verticales parce qu'un Uber du déménagement, c'était pas possible, parce que c'était one shot. Et en fait, moi, j'avais imaginé une expérience long terme pour avoir une rétention. Et en fait, on avait fait tout un truc et du coup, on a fait tout un process. J'étais avec mes associés, on avait vraiment fait un truc super, mais on n'avait pas intégré la monétisation. Et du coup, on avait un volume de transactions, mais au black. Ce qui était illégal d'ailleurs. Et en fait, nous, on pensait que si on montrait nos courbes, voilà, on arrivait, on était avec notre pitch deck, tout ça, on était à fond licorne, machin. Que les gens allaient nous suivre parce que c'était évident, tu vois. Genre, voilà, regardez ce qu'on arrive à faire, les transactions augmentent. Et en fait, on n'avait pas besoin de grand chose parce que on était tous au bout du scotch, tu vois. On n'avait plus rien à sec, tu vois. Et du coup, il nous fallait juste 50 000 pour la suite. Un petit ticket, et du coup, en fait, quand je discutais avec des business angels, des investisseurs, des trucs comme ça, ils me disaient, vas-y, faites-le et revenez me voir. Et en fait, je comprenais que pour eux, c'était love money, tu vois. Genre, tu lèves ta love money et puis tu reviens me voir. C'est génial ce que tu fais. Et moi, à ce moment-là, je comprends que, toi, je connais personne qui a plus de 1 000 € sur son compte. À ce moment-là, alors maintenant, c'est bon, j'en connais, mais à l'époque, je connaissais personne. Et du coup, je me dis, mais, tu vois, je veux donner le change. Je veux pas lui dire, en fait, t'as vu, je suis un cassos total. Parce que du coup, ça lui enlève la confiance, tu vois. Et en fait, je donnais le change, je disais, ok, ça marche. Mais au fond de moi, je savais que c'était totalement impossible. Et pour eux, en fait, c'est évident que quelqu'un va te filer 50 000. Un oncle, un truc, tu te débrouilles, tu vois. Si tu n'arrives pas à lever 50 000, en fait, pourquoi j'aurais confiance en toi ? Tu n'es même pas capable de trouver 50 000 €. Tu vois. Et là, c'est une des cartes que tu as. C'est-à-dire que là, cette carte-là, tu l'as pas. Donc, du coup, là où l'embranchement où j'étais, c'était mort, tu vois. En fait, il aurait fallu avoir un modèle économique différent, un truc. Mais du coup, en suivant, peut-être j'ai mal interprété aussi ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, mais j'ai cru comme un teubé qu'il suffisait de montrer des courbes incroyables et que ça suffirait, quoi. Et en fait, ça faisait partie des cartes que j'avais pas, tu vois. Et tu peux pas jouer le même jeu que d'autres gens si t'as pas les cartes, t'as perdu d'avance, tu vois. Là, on est sur un format, on fait le parallèle entre sport et business. Et le business, ça requiert quand même des éléments qui viennent du sport, tu vois, la performance, la discipline, peut-être prendre des douches froides, etc. T'as pas que ce type de joueurs. T'as aussi des joueurs qui
bah, t'as Verratti, tu vois, qui va en boîte, qui fait des clubs, et qui est bon aussi, tu vois. Et c'est bien de montrer les deux pans, mais là, je voulais arriver sur le côté où récemment, tu m'as dit que tu as échangé avec un coach en performance, je crois. Ouais, donc, qu'est-ce que tu en as tiré, toi? Est-ce que il t'a fait violence, tu vois? Est-ce qu'il est parti chercher des trucs au fond en fait, c'est encore une fois, c'est un peu toujours le même truc. C'est le coach en performance, c'est un client à moi. Et du coup, en fait, je voulais tester le produit en tant que son client. Donc, du coup, j'ai fait l'accompagnement. Enfin, j'ai fait le début de l'accompagnement. Et en fait, lui, il creuse vraiment. Il veut savoir d'où ça vient, d'où viennent les origines, tout ça. Et en fait, évidemment, c'est optimisable. Il y a tout qui est optimisable avec de la rigueur, bien sûr. Et moi, je suis plutôt un laborieux, tu vois, sur le long terme. Et j'ai rien contre la rigueur. C'est ça qui c'est ça qui m'a permis de faire des choses dans la vie. C'est vraiment la rigueur. Mais pour le coup, comme tu disais tout à l'heure, la rigueur sur un talent, c'est mieux qu'autre chose. Pardon, excuse-moi. La rigueur sur un talent, forcément, ça change les choses. Mais du coup, à travers ce consulting-là, il s'avère que, effectivement, je suis pas. C'est ce qu'il m'a dit, et évidemment, ça confirme ce que je pensais déjà, c'est que je suis pas vraiment fait pour la performance, tu vois, parce que en fait, ça m'intéresse pas, en fait. Mais dans ton cas, est-ce que lui, il a pu te dire qu'en fait, tu peux quand même optimiser ce côté-là Ouais, tout est optimisable. Je ne fais pas passer pour un paresseux, parce qu'au final, moi, j'ai bossé avec toi, les vidéos, etc., que tu fais sur ta chaîne YouTube, c'est du travail. Tu fournis un travail incroyable de qualité, que ce soit aussi ta newsletter, etc. Mais il faut que ce soit toi dans ton plaisir, en fait, c'est là où tu vas être performant. C'est une autre performance. Ouais, en fait, il y a un petit côté perfectionniste de la qualité de ce que tu proposes, mais la performance pure, la définition qu'on entend dans l'entrepreneuriat de la performance pure, c'est pas quelque chose qui me correspond. Ouais, ok. Et en plus, j'ai pris une citation que tu as mis sur LinkedIn récemment. Tu as mis: le succès n'est pas l'objectif, c'est la conséquence. Ouais, et alors ça, c'est un truc du FC Nantes. C'était une phrase d'un entraîneur du FC Nantes. Alors, du coup, je viens de Nantes, donc c'est une phrase qui est connue à Nantes. Et le FC Nantes, c'est évidemment un truc important. Enfin, plus maintenant, ça fait 20 ans que c'est nul, mais avant, c'était un truc vraiment iconique. Et en fait, cet entraîneur dit ça, et en fait, c'est très lié au growth marketing. Et c'est lié à pas mal de choses dans la vie. Dans le growth marketing, il y a l'idée de travailler sur des inputs pour faire bouger des outputs. C'est-à-dire que si tu donnes comme objectif à ton équipe, tu dis voilà, on veut faire bouger ce truc-là, par exemple, on veut faire bouger le revenu, en fait, c'est un truc qui est un peu trop abstrait. Ils ne savent pas quel levier actionner pour le faire bouger. Tu vois. Alors que si tu dis, bon, on va travailler sur la rétention à J+14, ça, c'est un input qui est actionnable et qui aura des conséquences sur l'output. Ça, c'est la base. Et pourtant, c'est très rare de le voir. La compréhension vraiment précise de l'input et de l'output. En fait, c'est le distinguo entre le macro et le micro aussi. L'objectif, il est macro, mais de façon micro, tu actionnes d'autres leviers, quoi. Oui, c'est un peu ça. Si tu veux, c'est un peu ça. Et on peut faire le parallèle aussi avec la North Star Metric, tu vois. C'est un truc qui est plus connu, donc ça va aider. Tu vois, par exemple, Netflix, s'ils voulaient optimiser le revenu à court terme, ce serait simple. Moi, je peux te faire augmenter les revenus de Netflix dans les 2 prochaines semaines. C'est très facile. Par contre, eux, ce qui les intéresse, c'est faire augmenter le temps médian que les gens passent à regarder des vidéos. Parce que c'est ça qui va être le vecteur de valeur sur le long terme et qui va avoir un impact en output sur les revenus. Et du coup, pour revenir à FC Nantes, c'est qu'en fait, ils s'entraînaient. Et l'objectif, c'était pas de gagner, c'était une conséquence de l'input qui travaillait. Donc, ils travaillaient les mouvements, une touche de balle, tout ça. Et la conséquence était la réussite. Et ça, c'est un truc que j'ai mis très longtemps à comprendre. Et parce qu'il y avait quand même une culture de la gagne au final. C'est juste une manière différente. C'est exactement ce que tu me disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est pas de me faire passer pour un flemmard qui veut pas gagner. C'est pas ça. C'est que du coup, tu valorises pas les mêmes choses. Et pour le coup, le FC Nantes, ça fait vraiment un truc de vieux, hein, c'est marrant.
Mais pour le coup, en fait, ça ne veut pas dire que tu ne cherches pas à gagner in fine, tu vois, et que tu ne prends pas du plaisir à gagner. Dans les tafs que j'ai fait à Paris, j'étais dans une boîte de télécommunications, enfin comment ça s'appelait. Ouais. C'était un truc en fait où on appelait des vieux. Tu comprenais assez rapidement que le script était un peu embrouillant et que les vieux ils comprenaient France Télécom. Et après tu avais juste à leur dire vous êtes bien madame machin, vous acceptez de ceci, cela. Et ils disaient oui, c'était enregistré, c'était plié, ils changeaient d'abonnement. Et en fait, tu comprenais que si tu voulais atteindre tes objectifs de performance, court terme, eh bien, tu devais laisser planer le doute. Ouais. Que si des fois ils disaient c'est France Télécom, tu disais rien. Ouais. Tu vois. Ouais. Et moi j'étais là pour un mois, donc je m'en foutais, mais il y a des gens qui étaient là, qui avaient des familles, tu vois. Et du coup, tu étais dans un truc où tout le monde pouvait se dire bah non. J'ai suivi le script, c'est comme ça, tu vois. Et tu comprenais en fait qu'il y avait une question d'éthique derrière. Et est-ce que tu étais prêt à être aligné avec ça ? C'est comme les techniques de... Alors je dis pas que je suis un modèle, hein. Je dis pas que je suis un modèle d'éthique. Mais en fait, toutes les techniques pour te vendre du rêve et tout ça, je vais t'apprendre à devenir millionnaire avec ChatGPT. Dépêche-toi avant minuit, machin, vite, sinon tu vas rater l'opportunité. Bah, en fait, c'est pas parce qu'il y en a qui le font qu'il faut reproduire le truc, tu vois. Ouais. Et ne pas être d'accord avec ça, ça veut pas dire que tu es un hater, tu vois. Ouais. Ça veut juste dire que toi, t'as pas envie de faire ça, tu vois. C'est ça. On parlait de ma plateforme de marque et je te disais, moi, j'ai remarqué que ma plateforme de marque, en fait, si je reprends tous les points, je suis un anti-Yomi Denzel, tu vois. Où, je suis un peu l'autre face du miroir où je vais avoir les mêmes attributs, mais vraiment opposés, quoi. Là, je crois que j'ai vu un extrait où Yomi dit moi, pour 1 milliard par an, je fais tout ce que tu veux. Tu vois, tu as ce truc où mais tant que t'es aligné avec qui tu es, avec le personnage que tu es, ouais, forcément, ça prend, quoi. Bah ouais, bien sûr. Mais c'est des trucs qui devraient être évidents, tu vois. On devrait se connaître un peu plus. On devrait être au courant. On devrait apprendre à l'école les biais cognitifs. On devrait comprendre les enjeux psychologiques, sociologiques, comprendre les 4 capitaux de Bourdieu, le capital économique, social, culturel. Savoir, ça, c'est des cartes que tu as en main, tu vois. Qui sont hyper importantes. C'est des trucs qui ne devraient pas être une option d'apprentissage pour ceux qui se sont perdus ou pour ceux qui ont choisi sociologie ou psychologie, tu vois. Parce que c'est des trucs qui ont une telle importance sur ta vie, perso même, et entrepreneuriale, bah, encore plus, laisse tomber, quoi. Et toi, sur ta plateforme de marque, je sais que on a fait une vidéo sur le racisme dans le marketing. Je sais que tu as des sujets comme ça qui t'importent et où, au final, tu pourrais te dire ok, moi j'ai telle carte, je ferme les yeux, je me fais passer pour un mec d'HEC et en fait je peux m'en sortir. Mais tu as ce truc où tu vas titiller quand même, tu vas aller un peu bousculer la fourmilière, mettre un coup de pied et tout. Bah, c'est pour le beau geste. Ouais. C'est toujours pour la même chose, c'est-à-dire qu'en fait je kiffe plus perdre des leads, mais faire une vidéo que j'ai aimé défendre et que j'ai aimé construire et tout ça. Et le mec qui va faire le braquage et qui va lancer le sac en l'air et brûler les billets, quoi. Ouais, franchement, ouais. Mais comment tu construis un business model autour de ça, là, toi, aujourd'hui, actuellement, justement? Bah, je le construis pas autour de ça. Ok. En fait, ça, c'est pas un ADN qui est utile. Ok. Tu me disais, ouais, on sait pas trop de ta vie, trucs comme ça. Moi, je sais ce que je fais, pourquoi, et ce que j'ai envie de faire, mais c'est pas un ADN qui est utile pour l'exprimer dans un branding qui va rentrer en résonance avec les aspirations d'une audience cible. Tu vois. Un ADN est utile que si tu peux t'en servir, et sinon, en fait, tu n'as pas vraiment de raison de l'exprimer. Tu vois. Ouais. Après, ça transparaît quand même, parce que tu as bien dit, ouais, voilà, on voit que tu fais des trucs qui sont pas forcément... Parce que moi, je suis aussi tu me connais un peu. Tu vois. Ouais. Je pense quelqu'un qui te connaît... Peut-être que là, tu as plein de followers là, qui vont te découvrir, tu vois, ton audience, elle va peut-être découvrir un pan de ta personnalité et se dire ah ouais, en fait,
il est comme ça, tu vois. Donc je pense que ça se voit pas forcément. Ouais, bah, c'est pas un truc que j'ai intérêt à exprimer, effectivement. Moi, ça change pas grand-chose. Effectivement, le truc qui transparaît un petit peu, c'est le côté prise de recul, je pense. Parce que même si des fois je donne l'impression de juger un petit peu dans mes analyses, j'essaie de pas le faire. Justement, j'essaie d'être objectif et juste d'expliquer les mécanismes, un peu comment ça fonctionne, tu vois. Et de mettre un petit peu justement derrière de psychologie et même derrière quelqu'un qui a une stratégie marketing, bah, du coup je vais essayer de comprendre un peu la personne qui est derrière et pourquoi elle fait ça, tu vois. Mais le but c'est vraiment d'avoir une approche vraiment totalement objective du truc. Okay. Et justement de pas donner l'impression de prendre parti. Okay. Et c'est le seul truc que je pense est d'ailleurs un petit peu différenciant dans les contenus que je peux faire, c'est ça. C'est justement, tu vois, moi j'ai beaucoup de mal à me reconnaître dans une grille de lecture idéologique ou quoi que ce soit en fait. Okay. J'ai l'impression d'être toujours à côté, tu vois. Okay. Pareil, j'ai toujours été comme ça et encore une fois, c'est un truc que tu dois admettre, tu te rends compte que moi depuis toujours, je me suis toujours senti un peu à l'écart, en observation, tu vois. Et pas parce que j'étais rejeté, mais parce que je me sentais pas concerné par ce qui se passait, tu vois. J'observais toujours ce qui se passait, et en fait j'ai toujours aimé observer ce qui se passait sans avoir l'impression de faire partie du truc, tu vois. Okay. Et pour le coup, c'est quelque chose que je poursuis ce truc-là. Ce plaisir d'analyser des situations, de comprendre les gens, tout ça. Et j'ai beaucoup de mal, contrairement à ce que il pourrait paraître, j'ai beaucoup de mal à juger les gens en fait. Parce que j'arrive à comprendre leurs origines, pourquoi ils disent ça, comment et tout ça. Mais j'ai un peu de mal avec la malveillance, tu vois. De dire, en fait, je vais faire ça et nique les autres. Et c'est là où par contre, je trouve pas ça normal, tu vois. Okay. Et du coup, là, on en revient à ce que je trouve bien, ce que je trouve pas bien, qui est ma propre morale et qui va influer sur mes choix, quoi. Ouais, okay. Et ce qui va faire que je vais volontairement ne pas faire telle stratégie marketing, okay. Ne pas utiliser telle technique alors que je sais que ça marche, parce que je vise pas la performance, que c'est pas mon objectif de vie, tu vois. Okay. Parce que faire des trucs sales pour la performance, bien sûr que c'est facile, tout le monde sait comment faire, tu vois. Mais est-ce que tu as envie de le faire vraiment, tu vois? C'est ça la question. Là aujourd'hui, on est des années plus tard, tu as construit une chaîne YouTube, je pense que tu en parles dans d'autres podcasts, c'est pas forcément la peine de revenir dessus. Tu as construit ton personal branding, tu accompagnes des centaines d'entrepreneurs et de business. C'est quoi ta destination dans ta tête? C'est quoi le plan? Alors en fait maintenant, j'ai plein de... En fait le truc c'est qu'au départ, j'ai juste vu une opportunité de marché. Je me suis dit tiens, sur YouTube, les gens qui parlent de marketing sont nuls. Voilà. Et du coup je me suis dit ça va être simple, il va juste falloir dire des choses supérieures à ce qui est dit et c'est tout, quoi. Et en fait, en allant dessus, j'ai commencé à formaliser ma pensée, bien plus que ce qu'elle était avant. J'ai commencé à monter en compétence moi-même par rapport à ce que j'avais compris de tel concept et tout ça. Donc finalement, ça a été déjà hyper formateur. Donc c'est-à-dire qu'en fait, en faisant quelque chose, juste parce que j'ai lancé une chaîne, j'imaginais pas les bénéfices que ça allait me rapporter. Okay. Donc ça m'a permis de monter en compétence, mais très sérieusement. Et puis, au point même que j'ai même écrit un livre, tu vois. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que du coup ça a ouvert des opportunités. Okay. Et du coup je voudrais revenir aux limitations de départ. C'est qu'en fait tu as tes limitations internes et les limitations externes. Les limitations externes, en fait en faisant des choses, il s'avère que tu vas débloquer des situations que tu n'avais jamais envisagées. Et tu vas te retrouver à des embranchements, genre tu vas prendre ce chemin et tu vois rien. Parce que les plafonds de verre, c'est ça. C'est quand tu es en dessous et tu sais pas
que ça existe ce qu'il y a au-dessus, tu vois. Genre, tu sais pas qu'il y a une école de commerce au-dessus, t'en as aucune idée. Et du coup, tu vas prendre un chemin et en fait, tu vas arriver à un embranchement que tu voyais pas avant de prendre le chemin. Et du coup, moi, créer cette chaîne, en plus de monter en compétences, m'a permis d'avoir énormément d'opportunités, de gens qui m'ont contacté pour faire des stratégies marketing, pour travailler, pour faire des projets. Donc, de là, en fait, ça plus la création de l'audience, ça m'a ouvert un champ des possibles au niveau de la monétisation et des briques monétisables que je peux ajouter. Donc finalement maintenant, à l'heure où je te parle, il y a une voie potentielle autour de la formation, évidemment, qui est la voie facile que tout le monde fait, tu vois. Tu as une voie potentielle autour de l'accompagnement, en mode consulting, en mode agence. Tu as une voie potentielle en mode SaaS, avec des outils qui correspondent à des méthodes. Évidemment une partie communauté et un nouveau truc que je fais depuis quelques temps maintenant, il y a le profil de Growth Advisor, qui n'existe pas vraiment. Je sais pas si tu voulais en parler justement. Si, en fait, le Growth Advisor, c'est en gros, tu prends un petit pourcentage d'une boîte et tu fais du conseil régulièrement et du coup tu es payé pour ton conseil en plus du pourcentage. En fait les boîtes, ça se fait beaucoup aux États-Unis, les boîtes font ça pour bénéficier d'un conseil un peu senior. Elles font ça aussi des fois juste pour mettre la tête d'un mec sur un pitch deck. Pour rassurer les investisseurs. Pour rassurer les investisseurs. Et en fait c'est un profil, la première fois que je crois que j'ai vu ça, c'était avec Guillaume Cabane, qui a fait Growth Advisor pour une série de startups à succès. Mais je t'avais parlé de ce modèle, tu m'avais dit que tu n'étais pas forcément convaincu quand on en parlait il y a un an, je crois. J'étais déjà pourtant il y a un an. J'étais déjà là-dedans, mais en fait, je vais te dire pourquoi je ne suis pas hyper convaincu, bien que je le fasse quand même. C'est parce qu'en fait, avoir un petit pourcentage dans une boîte, c'est comme investir dans une boîte. Et comme toi, par exemple, tu mets des tickets dans des boîtes. Tu vois. Bien sûr. Et les investisseurs en série, ils vont te dire, bon, en fait, si tu n'investis pas dans au moins 50 startups par an, c'est comme si tu jouais à la loterie en fait. Faut que ça soit un jeu de volume. Voilà, t'en mets 4 par an, ça sert à rien, tu vois. Ouais. Si tu réussis, tu pourras toujours dire que t'as le flair, mais non, que dalle, tu vois. C'est juste, tu pourras nous faire des posts LinkedIn, tu vois. Mais par contre, en vrai, c'est juste que tu as eu de la chance, tu vois. Et pour le coup, du coup, tu te retrouves dans la même configuration. C'est-à-dire que si tu es Growth Advisor pour 4 boîtes, c'est comme si tu avais investi en 4 boîtes. Donc c'est un peu la loterie, ce pourcentage. Ouais. Donc c'est ça ma réserve. Ouais. L'autre réserve aussi, c'est que les gens, ils te donnent un pourcentage en se disant qu'ils vont t'engager. Et du coup, tu as souvent le truc du genre, tu vois, genre, tu donnes ça et ils essaient de prendre le bras, tu vois. Okay. Donc ça, c'est aussi l'autre problématique. Okay. Mais par contre, moi, ça me permet de rentrer dans des boîtes avec lesquelles je suis super aligné et avec lesquelles je kiffe travailler. Ouais. Et c'est ça le truc positif, vraiment. Ça me permet de rentrer dans des boîtes où vraiment, on est sur le beau geste, tu vois. Ouais. Et en fait, je kiffe travailler, construire, aider à construire. En plus, c'est des gens qui viennent, qui ont déjà vent de ce que tu fais, qui ont une confiance et qui quand même te laissent imposer ton style de jeu, quoi. Ouais, alors ça, c'est l'avantage de la stratégie de contenu, effectivement. Ouais. C'est que du coup, j'ai pas à convaincre, mais en même temps, dans le profil Growth Advisor, c'est rare que tu aies besoin de convaincre les gens pour qu'ils te donnent un pourcentage, tu vois. Voilà. Okay. Mais du coup, ça, c'est un truc que j'aime beaucoup parce que, alors du coup, forcément, ça me prend du temps, c'est pas hyper scalable, ouais, mais c'est une autre façon de kiffer un peu plus l'investissement de la vente de ton temps, tu vois. Et donc voilà, ça me fait pas mal de briques monétisables. Ouais. Moi, je trouvais ça super l'idée des vélos, avant que j'ai à venir jusque-là. Et du coup, je pense que ça vous bloque vachement pour avoir des super invités, pas des gens comme moi. Tu vois. Et si le but c'est faire de la visibilité, je sais que tu as plein de contacts, tu pourrais avoir
beaucoup plus de facilité à produire avec une fréquence un peu plus importante sur un truc qui serait plus facile à produire, même si effectivement le coup du vélo c'était une bonne idée parce que du coup ça retient l'attention, tu vois. Là c'était le geste, là on est dans les gestes. On est dans le beau geste. On est dans le beau geste, c'est vrai. Clairement. C'est vrai. Et puis c'est fait, c'est installé. Et dans tous les cas, ça va rester parce que c'est quand même une barrière à l'entrée. Nous, avec Cédric, je sais que Cédric, techniquement, Cédric et William. Oui, les personnes, il n'y a pas beaucoup de monde qui peut faire ça. Voilà, des autres agences, tu vois. Ouais, mais est-ce que, tu vois, par exemple, ça c'est un truc qui effectivement est un élément de différenciation, mais qui ne l'est pas forcément pour votre audience cible. Parce que les connaissances en audiovisuel des clients, c'est très très limité. C'est clair. Et ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière. Moi, j'ai fait du son, du coup, je sais que c'est une galère. Il faut quelqu'un caché dans une voiture en civil qui est devant. On bipera pour garder le secret de fabrication. Et en fait, quelqu'un qui va voir ça, il va pas percuter, tu vois. Et souvent, tu vois, les clients qui valorisent pas le travail de l'audiovisuel, ils ont tendance à toujours essayer de négocier pour avoir des prix à la baisse, tu vois. À la suite dans le prochain épisode. La suite à suivre.